L'humanité va devoir se réinventer et rapidement. La vidéo que je vais vous montrer est celle de Tesla Optimus, donc le robot fabriqué par Elon Musk, et vous allez voir qu'il a déjà un niveau de dextérité et d'agilité très impressionnant. Quand on pense que 6 mois en arrière, on avait des démos de robots qui étaient un peu saccadés et lents, et quand on voit ça, ben franchement, je suis sur le cul. Il y a deux prouesses ici, hein. C'est d'abord les mouvements, qui sont quasiment aussi naturels que ceux d'un humain, on dirait, c'est la vitesse réelle, hein. Et la deuxième prouesse, c'est la vitesse à laquelle ils ont réussi à atteindre ce niveau. Donc on va examiner les conséquences sociétale de cette révolution qui est en train de se préparer et qui va débouler bientôt dans nos vies. C'est déjà plus ou moins le cas dans certains endroits du monde, comme en Chine, où les robots commencent à se diffuser. Je vais vous montrer un peu où on en est dans ce domaine-là. On va faire un petit tour d'horizon de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les IA actuelles sont en train de remplacer surtout les métiers intellectuels. Personne ne s'y attendait vraiment, il y a quelques années en arrière, mais bon, voilà, c'est en train d'arriver. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous prépare une vidéo sur le dernier benchmark, Health Bench. Donc c'est un benchmark pour évaluer les qualités médicales des IA, qui a été poussé par OpenAI, et sans dévoiler le truc à l'avance, il y a des choses... bon voilà, on n'est pas prêt. Ça m'a beaucoup perturbé, ce graphique, donc je le commenterai dans la prochaine vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que d'une part, les IA sont en train d'arriver pour les métiers intellectuels, et d'autre part, si vous avez des métiers manuels, ne vous croyez pas forcément à l'abri, parce que les robots arrivent. Et c'est ce que je veux vous montrer dans cette vidéo. Et donc on va discuter des conséquences de ces deux révolutions. Elles ne sont pas concomitantes, mais elles se complètent l'une l'autre. Donc les conséquences qu'il y aura probablement sur la société, parce que c'est très difficile d'anticiper ce qui va vraiment se passer. Mais disons que je vais esquisser les deux scénarios, le scénario le plus probable, parce qu'il y en a un qui va être très, très compliqué. Et mon but, c'est de vous inciter à vous préparer un minimum. Bon, des vidéos comme ça, avec des robots super agiles, il y en a plein, mais la plupart sont des fakes. Là, par exemple, ici, c'est un fake. C'est beaucoup trop fluide pour être un robot. Alors maintenant, ça va poser deux problèmes du coup, parce que d'une part, ça devient difficile de voir quand une vidéo est un fake, parce que ça devient tellement facile de faire des effets spéciaux réalistes, que déjà, c'est compliqué à le voir dans le cas où c'est une fausse vidéo. Mais maintenant, en plus, donc, ça va être compliqué parce que les robots eux-mêmes deviennent capables de mouvements avec une grande dextérité. Le premier impact sur la société, c'est qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vrai. Je vous avais montré il y a peu de temps cette vidéo en vous disant c'est la dernière fois qu'on voit des robots aussi mauvais en boxe. Donc voilà, bah déjà là, le robot de Tesla, il est bien meilleur en termes de mouvement que ce robot-là. Alors est-ce qu'il serait capable de faire les mouvements d'arts martiaux et de boxe? Je ne sais pas, mais c'est fort probable. Donc ça évolue très vite. Et ça, c'est le robot chinois. Peut-être qu'eux-mêmes vont réussir à beaucoup améliorer leur propre robot. Et deuxième chose que je tiens à préciser, c'est que là, souvent, sur ces démos, il y a des choses cachées qu'on ne voit pas. Là, il est possible, il est fort probable même qu'il y ait en fait quelqu'un d'autre qui pilote le robot, qui soit caché derrière. Et ici, quand on va regarder les notes de la communauté, c'est peut-être le cas. Donc là, ils prétendent qu'il y a un gars derrière qui pilote les mouvements du robot. C'est possible, la vidéo ne dit rien là-dessus, mais même si c'était vrai, ça ne change rien, parce que il n'en reste pas moins que le robot réalise les mouvements avec une vitesse et une dextérité incroyable, et il garde son équilibre. Parce que piloter un robot, vous n'avez pas la sensation du robot, donc il est capable de conserver son équilibre et de reproduire des mouvements. Est-ce qu'il peut les faire de manière autonome par lui-même, ou avec une séquence préenregistrée? Bon voilà, c'est encore une autre problématique, mais dans tous les cas, il est capable de cette dextérité-là. C'est ça qui est important. Donc maintenant, examinons quelques cas rapidement. Donc ici, c'est un robot qui fait du basket, et est-ce que c'est accéléré, là? Non, c'est pas accéléré. Ah, c'est pas la vidéo que j'ai vue tout à l'heure. Donc, les robots arrivent dans tous les domaines. Alors, ils sont un peu... voilà, là, vous voyez quand même la grosse différence de dextérité avec les robots de Tesla. C'est pas fluide. Par contre,
ils sont capables, voilà, de faire des paniers et tout ça. Et vous allez voir que dans tous les domaines, ils arrivent. Ici, on a un robot qui renvoie une balle de ping-pong. Donc là, qui est capable de faire des choses qui demandent une dextérité très fine. Et on le voit un peu plus tard faire des smash. Alors il n'y a pas de filet, ok, c'est tout ça, c'est balbutiant, mais il n'empêche qu'il arrive quand même à renvoyer la balle et à décider des effets qu'il va faire. Ce que je veux vous indiquer par là, c'est que c'est un robot qui commence à avoir une dextérité impressionnante, là encore. Et ça peut sembler, on peut se dire qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces robots, en fait, ça se décline finalement dans toutes sortes de domaines et d'activités. Donc là, vous voyez, c'est pas juste un sac de frappe, c'est un sac de frappe qui essaye de vous éviter. Donc ça vous oblige à travailler mieux vos frappes et votre vitesse, votre punch et tout ça. Donc toutes ces technologies, elles sont, comme on dit, pervasives, c'est-à-dire elles se déclinent dans toutes sortes de domaines et d'activités, et elles déboulent partout. Bon, et il y a des domaines, là, on se demande un peu l'intérêt de ce truc-là, et puis je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui le pilote, ou est-ce que ce robot-là a une sorte d'autonomie pour voir la balle et tout? Bon, on n'a pas toujours les explications, mais et à quoi ça va servir d'avoir des robots qui jouent au foot? Parce que bon, normalement, il y a quand même des gens pour jouer au foot, je sais pas trop. Ici, on voit encore une autre déclinaison, alors là, c'est pas du robot, mais c'est des jeux, et pour l'instant, ça c'est probablement fait par des algorithmes. Il n'y a pas d'IA derrière, mais il n'empêche que, voilà, le sac de frappe de demain, c'est peut-être ça. Ce que je veux vous dire, c'est que ça va se décliner dans toutes sortes de domaines, toutes ces technologies d'IA et de robotique, et ça va changer vraiment beaucoup de choses. Et on va voir ensuite les répercussions sociétales de tout ça, hein, vers où ça peut nous amener. Voilà, encore une autre vidéo. Donc ça progresse très vite. On en est maintenant à essayer de faire jouer des robots au foot par eux-mêmes. Alors ici, je sais pas si c'est un truc un peu artisanal ou si c'est vraiment une société qui travaille là-dessus. Bon, le sac de frappe du futur, ça va plutôt être ça pour s'entraîner. Est-ce que ça va améliorer les performances des athlètes? Est-ce que les gens vont s'entraîner à la maison et croire qu'ils sont bons en arts martiaux? Bon, je sais pas, tout ça a des conséquences dans tellement de domaines. Est-ce que les gens vont s'enfermer chez eux, du coup, et ne plus sortir, puisqu'ils auront tous les loisirs, finalement, possibles avec les robots? Ça pose tout un tas de questions. Alors évidemment, il y a aussi des bugs, hein, des fois. Ces robots font n'importe quoi. Ils peuvent être mal programmés, et là, on va en voir un qui commence à avoir des mouvements... Bon, je pense pas qu'il cherche à attaquer l'humain, c'est juste que, bon, en fait, c'est parti en sucette. Ça arrive, en fait, avec les IA, qui peuvent, c'est ce qu'on appelle, elles divergent, en fait. Elles perdent le fil, en fait, de ce qu'elles sont en train de faire. Et là, ici, c'est arrivé en public. Le robot qui essaie de mettre un coup de boule, je vais le remettre, ça va un petit peu vite. Voilà, il essaie de mettre un coup de boule à une personne. Bon, tout ça, c'est pas vraiment des trucs... Ça me fait rigoler parce que je pense pas que... Enfin, moi, je suis pas du tout dans le scénario à la Terminator où les robots s'émancipent. Tout ça, c'est des accidents, c'est parce que c'est pas très bien programmé. Et ça va s'améliorer au fil du temps. D'ailleurs, dans les robots qui vont aussi débouler, hein, on a les taxis sans pilote ou les voitures sans pilote. On peut dire ce qu'on veut, aujourd'hui, elles font déjà mieux que les humains. Il y a de plus en plus de vidéos de gens qui montrent comment la voiture Tesla leur a sauvé la vie, plutôt que l'inverse avant où elle provoquait des accidents bizarres. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Quand je vais parler de ce papier, vous allez voir, ce papier d'OpenAI, que la question de comment on va répartir les richesses et qui va travailler, va vraiment se poser d'une manière incontournable. Parce que, ultimement, en fait, on pourrait avoir Elon Musk ou Sam Altman ou je ne sais qui, en fait, qui possède l'usine, qui fabrique les robots, qui fabrique les usines, qui fabrique les robots, qui fabrique les IA, qui fabrique les robots, qui fabrique les usines. Bon, vous avez compris. En fait, on pourrait, dans quelques années, arriver au point où tout est automatisé. Quasiment tout. Alors, les schumpeteriens, ils vont dire « Oui, mais c'est pas grave, la destruction créatrice, on connaît, on a déjà eu ça par le passé, il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs, c'est pas grave s'il n'y a plus des boueurs, on a toujours inventé des nouveaux métiers. » Oui, d'accord,
Mais là, le problème, c'est que on peut inventer un nouveau métier. Et qu'est-ce qui nous dit que les IA ne vont pas nous remplacer dans ces nouveaux métiers plus vite que nous, on invente des métiers même. En tout cas, plus vite que nous, on est capable d'apprendre ces nouveaux métiers. Parce que là, c'est face à ça qu'on est. Les IA apprennent pas encore vraiment plus vite que nous. En tout cas, ça coûte très cher, mais le prix de l'intelligence artificielle est en train de chuter drastiquement. Donc, le raisonnement schumpeterien ne tient plus. La destruction créatrice. Et ça, les libéraux, il faut qu'ils réfléchissent à ça. Donc je ne dis pas que tous les boulots vont être remplacés par les IA et les robots, je n'en sais rien, mais c'est une possibilité. Donc il faut y réfléchir à minima. Donc la première option, c'est si on continue avec le système actuel, je ne vois pas comment on peut éviter finalement la création d'une espèce de giga-monopole de tout, de toute production de biens matériels. Donc on pourrait se dire, peut-être il va rester la production de loisirs, mais même là-dedans, les IA, en fait, peu importe les domaines, elles font soit mieux, ou soit quasiment aussi bien, mais pour beaucoup moins cher. Donc la question se pose. Reste la solution qui est avancée par tous, par tout le monde, que je vois partout, y compris Elon Musk, c'est le revenu universel de base. D'ailleurs, Elon Musk parle non pas de revenu universel de base, mais de richesse universelle, qu'on pourrait tous devenir riches grâce à tout ça. Bon, évidemment, il fabrique ses robots, donc il ne va pas se tirer une balle dans le pied en disant que ça va détruire la société. Il est possible que, finalement, tout le monde possède son robot dans un avenir proche et que le robot fasse le boulot à notre place, quelque part. Et ça répartirait, entre guillemets, naturellement les richesses. Donc c'est une possibilité. Au final, ça reviendrait un peu à la même chose que de se faire une rente. Ça serait pas très différent. Ce serait pas forcément un revenu universel de base, mais à partir du moment... Peut-être qu'on aurait un robot de base qui nous rapporterait une rente de base. Je ne sais pas trop. Mais, dans tous les cas, que ce soit versé par le gouvernement, que ça se fasse de manière un peu plus organique avec les marchés, il n'en reste pas moins que va se poser la question pour les humains de qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Quel est le sens de la vie? Donc imaginons que tous nos problèmes matériels soient résolus. Qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, nous sommes des humains, certes, nous ne sommes pas des rats, mais on a déjà fait l'expérience sur des colonies de rats, de leur donner tout ce qu'ils veulent. Donc plus aucun souci matériel. Pas d'intempéries, pas de prédateurs, pas de pénurie de nourriture. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la population, c'est ici, la population s'accroît rapidement, et puis ensuite, il y a des gros problèmes dans la colonie. Les comportements des rats se dérèglent totalement, au point que, à partir d'un certain stade, alors c'est où dans la vidéo? Voilà, c'est ici, il y a un effondrement total. Ce qui se passe, c'est que les rats perdent toute capacité à socialiser. Ils commencent à y avoir du cannibalisme, les mères ne s'occupent plus des enfants, et comme ils n'ont pas été, élevés, socialisés par leur mère, ils n'ont plus de réflexes sociaux. Donc, la prospérité, on pourrait se dire, ou le revenu universel de base, on pourrait se dire, ouais, super, on est tous à la retraite, on va tous faire ce qu'il nous plaît. Oui, ok, c'est possible, mais c'est pas du tout dit que ça se passe bien. Même si on n'est pas des rats, ça veut dire que, effectivement, on a peut-être, nous, la possibilité de prendre conscience de ça et de le corriger. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut partir directement vainqueur et se dire, oui, ça peut pas nous arriver. C'est aussi pour ça que je critique les religions, les clergés, les vieilles spiritualités, parce qu'elles ne répondent pas à ces questions-là. Elles n'ont pas d'outils pour les aborder. C'est pour ça que, selon moi, il faut partir sur les sciences cognitives et la théorie de l'évolution pour comprendre le phénomène qui va se produire en nous et pour pouvoir y répondre. Parce que si on ne le comprend pas, on va juste être déstructuré psychiquement et la société va se désagréger. Donc ça pourrait déboucher sur toutes sortes de dystopies pas très sympathiques, en voyant que les comportements des gens deviennent de plus en plus erratiques, les États pourraient décider d'être de plus en plus coercitifs, dictatoriaux, mais ça ne changerait pas grand-chose à la fin. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas une virtualité. Les expériences, pour l'instant, sur le revenu universel de base qui ont été faites, tendent à montrer que c'est effectivement ce qui se passe. Les comportements des gens commencent à être problématiques. Et ça, c'est juste sur des expériences de quelques mois. Et sur des populations isolées. Si c'était généralisé, on peut supposer il faudra affronter ces pulsions en nous, ces pulsions de mammifères en nous qui n'ont pas disparu. Donc on a la possibilité de les dépasser, et c'est pour ça que je vous parle de spiritualité 2.0. Pourquoi ? J'ai déjà expliqué tout ça dans des vidéos précédentes, mais grosso modo, on a vécu une première transition anthropologique, l'humanité des chasseurs-cueilleurs. Ensuite, on est passé à l'humanité telle qu'on la connaît, 2.0, avec ce qu'on appelle la civilisation, c'est-à-dire domestication, agriculture, urbanisation. Là, on est en train de changer, encore une fois, d'anthropologie,
de faire un saut équivalent à celui de l'homme des cavernes à l'homme civilisé, on est en train de faire un saut de l'homme dit civilisé vers l'homme, je vais l'appeler, moi j'appelle ça l'humanité 3.0, on va dire l'homme du futur si vous voulez, que je définis comme, ou la civilisation du futur, comme multiplanétaire, avec les IA, l'immortalité et l'écologie et, et la sagesse. Tout ça, ça va fonctionner ensemble, c'est un tout. Voir la vidéo sur l'humanité 3.0. Entre les deux, il y a une crise politique, il y a une crise écologique, etc. J'ai parlé de la post-démocratie, mais il y a aussi une crise philosophique, une crise spirituelle, si vous voulez. Voir la vidéo Les Lumières 2.0. Et la réponse, selon moi, à cette transition, c'est la spiritualité 2.0. La grosse différence avec la spiritualité 1.0, c'est qu'elle va réintégrer la biologie, le corps, si vous voulez, comme élément principal. Et pas que, mais je fais simple. Donc pour moi, on a besoin de développer cet outil-là pour traverser la phase univers 25 de notre société, donc qui s'appelle aussi le cloaque comportemental, dans lequel on est déjà plus ou moins. Je pense que tous les désordres qu'on peut observer dans la société, intuitivement, on comprend que on peut le rapprocher de ça. Et cette expérience de John Calhoun s'appelle aussi le paradis des rats. Donc, je résume. D'un côté, on a les robots et les IA qui arrivent pour prendre nos jobs. En soi, on pourrait se dire que c'est bien parce qu'on n'aura plus besoin de travailler. Et supposons que on trouve la solution à la question de la répartition des richesses, nous n'aurons plus besoin de travailler. Comment on va donner un sens à nos vies dans tout ça, sans sombrer dans le cloaque comportemental? C'est, je pense, le défi de notre époque. C'est au cœur du sujet de mon bouquin qui arrive bientôt, de prendre sa santé en main. Et c'est aussi la question centrale de l'e-book gratuit que je vous propose, Spiritualité 2.0 pour l'ère digitale. N'hésitez pas à me faire des retours dessus si c'est compréhensible, ce que je raconte. Mais dans tous les cas, que vous adhériez ou non, j'espère vous avoir montré qu'il faut que vous vous posiez des questions sur votre avenir professionnel à minima. Et le sens que nous allons tous donner à nos vies si elles ne tournent plus autour du travail. C'est le défi que nous devons relever en tant que société. Il faut qu'on s'y mette tous. Sinon, ce qui nous menace, c'est ça. Et la dénatalité, on est déjà dans cette courbe descendante. On est déjà en train de ne plus faire d'enfants. D'ailleurs, en passant ici, vous voyez, Post-Labor Economics, c'est un sujet sur lequel travaille beaucoup David Shapiro, et il a bien raison parce que je ne vois pas comment on va pouvoir y couper. Et vous pouvez faire l'exercice simplement en vous posant la question, et si demain, un robot arrive et prend mon boulot? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et si, éventuellement, on me donne son salaire à la place? Il y a un côté, ah ben c'est cool, je vais être payé à ne rien faire, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a un autre côté, c'est d'accord, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça aide la chaîne, si vous appréciez mon travail évidemment. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est une réflexion collective qu'il faut qu'on ait, parce que même si ça va être difficile comme période, je pense que ça en vaut le coup derrière. On pourrait déboucher sur une société avec beaucoup moins de maladies, voire même des formes d'immortalité. Et évidemment, il y aura de nouveaux défis, de nouveaux horizons à conquérir. Il y aura toujours des rapports de force et des conflits, comme il y a aujourd'hui d'ailleurs, hein. C'est pas la question. Mais bon, ici, là, dans ce petit passage, ou plutôt à partir d'ici, de moins de 200 à partir d'aujourd'hui environ. Certes, il y a toujours des guerres, des conflits, des rapports de force, mais il y a quand même une grosse différence, c'est que on n'a plus un enfant sur deux qui meurt avant l'âge adulte. Donc peut-être que dans la civilisation qui arrive, on regardera les gens qui mouraient à 80-90 ans en moyenne, comme une époque sombre, où on se dira, ouais, maintenant les maladies, c'est un peu du passé, mais il y aura des nouveaux défis. Si on vit 600 ans, ou 3400 ans, quel sens on va donner à la vie? Comment on va s'occuper pendant tout ce temps-là? Je ne dis pas que ça sera le cas, je ne sais pas, mais c'est à ce genre de questions et de situations qu'il faut se préparer. Tout risque de changer, tout est sur le point de changer. Là, c'est imminent, on ne parle pas de choses qui vont arriver pour la prochaine génération. C'est en cours, ça va débouler dans les 5, 10, 15 prochaines années peut-être, mais ça va aller très vite. Ça va déjà très vite.